Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Omeril. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président de la CFE-CGC. On a vu tous les syndicats et jusqu'à présent, et pas vous, en tout cas sur ce plateau. On est très heureux de vous avoir. Moi aussi, je suis très heureux d'être là. Syndicat des cadres, ça vous énerve quand on dit ça? Quatrième syndicat de France. Donc on parle toujours effectivement, quatrième syndicat de France. 12% en moyenne, c'est ça 12% dans ce qu'on appelle le comptage recalculé, au dernier comptage qui s'est bouclé au 31 décembre 2016. Mais numéro 1 sur les cadres. Numéro 1 sur les cadres, bien sûr. De loin. Et numéro 1 dans beaucoup d'entreprises de taille internationale, dans les secteurs bancaires, assurance, industrie. Numéro 1 chez Renault, chez AXA, chez Generali. Voilà. Ah, justement, sur les grandes entreprises, c'est intéressant. Beaucoup de grandes entreprises étrangères et dont les présidents sont passés par Paris, par Versailles. Vous avez vu le Summit Choose France. Coca-Cola, le laboratoire AstraZeneca qui investit 500 millions d'euros dans une nouvelle usine, l'armateur italo-suisse MSC qui nous commande à 2 milliards d'euros. Les entreprises ont promis 8 milliards d'euros d'investissement sur notre territoire dans les prochaines années. C'est ce qui ressort donc de la 3e édition du Choose Forum, Forum Choose France à Versailles. C'est un succès à la fois pour les territoires français et pour le président. Ça prouve que sa politique, ça commence à donner des résultats ou est-ce qu'on va un peu vite là ? Non, on va évidemment un peu vite. Moi, je ne commande pas trop les commentaires. C'est un succès pour la France. Hein. Quand il y a de mauvaises nouvelles, c'est la faute du président. Et quand il y a des bonnes nouvelles, c'est pas grâce à lui? Non, pas tellement. Moi, j'aime mieux m'intéresser au dossier de façon pragmatique. C'est-à-dire quand il y a un projet qui est sur la table, on discute de façon organisée sur les chiffres, les données. Coca-Cola a été clair en disant, voilà, on va ouvrir une nouvelle usine. Non, mais c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et surtout, j'aime bien comment vous présentez le terme investissement. C'est un terme ambigu, investissement. Parce qu'investissement, ça peut être deux choses. Ça peut être quelqu'un qui achète des actions d'une entreprise, qui investit quelque part un peu de son bien dans une action et qui attend que cette action lui rapporte. Ouais. Mais c'est sans lien avec ce que j'appelle moi un vrai investissement, c'est-à-dire un atelier qui se modernise, une usine qui se construit, un process qui se modernise. Et parce que ces investissements-là, ce qu'on appelle les investissements physiques, eh bien ça contribue vraiment au développement de l'activité. Bon, et il a raison, le président, derrière, de dérouler le tapis rouge, encore une fois, à ces 200 puissants patrons qui, derrière, voilà, investissent. On est 3e terre, je crois, d'investissement en Europe, derrière l'Allemagne, je crois, et le Royaume-Uni. Bah, écoutez, si le président considère que c'est partie de son rôle et de sa fonction que de faire bonne figure aux dirigeants, qui pour le coup sont dans le cercle du pouvoir, pour qu'ils s'intéressent un peu plus aux qualités de la France et qu'ils consacrent des budgets plus importants à se développer dans la recherche en France, dans la production en France, après tout, pourquoi pas? Moi, je trouve ça pas mal. Hein. J'ai rien à dire là-dessus. Ça prouve que la France est attractive? Ah, je pense que la France est très attractive. Et elle est encore plus avec la politique qui est menée depuis 2 ans par le président? Moi, je ne pense pas qu'elle le soit, mais pour tout vous dire, pour moi, ce n'est pas l'essentiel. Je viens moi-même de l'industrie et je sais que la France est très attractive. Si vous me permettez un exemple, je viens du secteur industriel, un grand groupe de la chimie, malheureusement démantelé, le groupe Péchinet. Et en Savoie, en Maurienne, il y a une usine d'électrolyse que les anciens actionnaires, le grand groupe Rio Tinto, voulaient fermer. Et finalement, bon, avec un investissement très fort de la région, des salariés sur place, de leurs représentants et même du ministère, finalement, l'usine n'a pas été fermée. Elle a été rachetée. C'était au début des années 2010, en 2012, je crois, de mémoire. Et cette usine a été rachetée par un groupe allemand, le groupe Trimet. Et juste pour finir, un mot que je trouve assez extraordinaire, c'est que le patron, c'est une boîte familiale, le groupe Trimet, donc a racheté cette usine en France. Et il passe à France 3 Savoie. France 3 Pays de Savoie, et on a le patron avec son casque dans l'usine, avec un sourire jusque-là, et qui dit, pour nous, groupe Trimet, racheter une usine française, c'était un rêve. Voilà, je pense que ça décrit assez bien une certaine idée de la France vue de l'extérieur. Après, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, je ne sais pas combien c'est intéressant, mais voilà, on aimerait que ça se reproduise à plus grande échelle. Tout à fait, et je pense qu'on peut valoriser ça aussi. Donc on voit bien les grandes entreprises étrangères, on voit le message qui est passé, elles ont confiance dans la France avec ces 8 milliards d'euros d'investissement. On a un président qui vante ses bons résultats économiques, il dit voilà, avec moi on a créé 500 000 emplois en net depuis que je suis à l'Élysée, et pourtant on sent cette défiance à l'égard du président, de sa politique économique, qui peut-être pas à son paroxysme, mais en tout cas pas loin. Et pour certains, et pour beaucoup même de plus en plus, qui refusent de croire que ça va mieux. Ce décalage, est-ce que ça vous inquiète? Oui, moi je suis très inquiet effectivement de l'état du pays et de ce déficit de confiance qu'il y a entre le pouvoir politique et les corps intermédiaires. Mais l'amélioration économique dont parle le président?
L'amélioration économique, il y a toujours une part de conjoncture. C'est très très difficile quand on est dans le train de juger de sa vitesse si on ne regarde pas à l'extérieur. Donc là, on est un peu dans cette situation-là. Pour pouvoir juger des impacts et ne pas se tromper entre causalité et corrélation, il faut avoir un peu plus de recul. Aujourd'hui, si la situation économique s'améliore, c'est une très bonne chose. Je pense que tout le monde peut s'en réjouir. Mais il n'est pas pour grand-chose. Ça n'emporte pas, il est peut-être pour quelque chose, mais ça n'emporte pas un changement de jugement sur un certain nombre de réformes qui ont été faites et qu'on a jugées négatives au moment où on les a faites. Bon, autre sujet dans l'actualité, François Merrill, les grèves. La grève qui s'effiloche, on peut le dire, avec un retour quasiment à la normale dans la circulation des transports, notamment parisiens. Le projet de réforme sera présenté en Conseil des ministres vendredi, certes sans l'âge pivot. La CFDT a été entendue provisoirement. Est-ce que c'est un échec pour un syndicat comme le vôtre, qui refuse toujours que cette réforme passe? J'ai envie de dire échec financier parce qu'il y a eu des pertes de salaire pour celles et ceux qui se sont mobilisés, qui ont fait grève, qui n'ont pas touché leur salaire. Et puis échec politique puisque aucune de vos revendications pour l'instant n'a été entendue. Moi je dirais que c'est un échec global. Non, mais pour les syndicats contestataires. C'est même une catastrophe. Moi dans cette affaire, je ne veux pas être considéré comme un syndicat contestataire, je pose des questions. Et ces questions ne sont pas répondues. Je suis assigné, moi, à un devoir de vérité. Quand je dis dans le nouveau système, la modification de l'assiette de cotisation de 8 plafonds à la diminution de 8 plafonds à 3 plafonds de la sécurité sociale va créer un déficit de ressources de fait de 3 milliards d'euros par an. Ouais. J'attends qu'on me réponde, qu'on me dise oui, effectivement, c'est un problème. Donc, voir comment on va aborder le problème. Pour expliquer, je pense que les gens ont compris, pour ceux qui gagnent plus de 10 000 euros, aujourd'hui, il n'y aura plus de cotisation en dehors de la cotisation de solidarité, qui n'ouvrira pas droit à la retraite, de 2,8%. Et donc pour vous, ça c'est problématique parce qu'effectivement, ça fait 3 milliards d'euros en moins qui rentrent dans les caisses. Et il y a des droits acquis dans le système qu'il faudra servir pour la même tranche de salaire. Et donc ça crée un déficit de ressources. Moi, le meilleur exemple pour illustrer ça, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile à expliquer, c'est le régime des mineurs. On crée un 43e régime qui est l'équivalent du régime des mineurs. Vous savez, dans le régime des mineurs, il y a 140 000 retraités et 200 000 ayants droit. Il n'y a plus de salariés qui cotisent. Il faut bien payer les pensions de ceux qui sont aujourd'hui à la retraite. Eh bien, on crée un système dans lequel la part des salaires, pour ceux qui en ont, c'est 110 000 personnes. C'est pas beaucoup, c'est minoritaire, effectivement, mais ça donne quelque chose, ça dit quelque chose de l'esprit de la réforme. Eh bien, on décide de passer de 8 à 3 plafonds, parce qu'on nous dit, pourquoi pas. Simplement, inévitablement, ça a un impact extrêmement négatif sur l'équilibre financier du système futur. Le fameux manque à gagner 3 milliards d'euros par an, c'est ça? Tout à fait. Quel rapport avec les mineurs, pour le coup? Qui viendraient abonder, c'est ça, ce régime? Je donne l'exemple, parce que le régime spécial des mineurs est un régime dans lequel il y a des pensions à verser, il n'y a plus de cotisation. Voilà. Eh bien, dans le futur régime, il y aura des pensions à verser sur les droits acquis passés entre 3 et 8 plafonds, et il n'y aura plus de ressources. C'est pareil. Et donc, si vous voulez, c'est un problème qu'on a posé depuis le début, sur lequel le gouvernement n'a pas de réponse. J'ai une autre question toute simple. Nous avons fait le calcul, je crois que tout le monde a pu le faire, que les mères de famille, les femmes qui ont des enfants et qui aujourd'hui peuvent valoriser dans leur durée de cotisation le fait d'avoir eu un enfant, par exemple, par 2 années, on dit de bonification, eh bien, on leur propose 5%, j'allais dire, à débattre, parce que ça peut être réparti entre le mari et la femme. Après, il faudra le négocier si jamais il y a séparation ou divorce, etc. C'est vraiment 5% à débattre. Mais si vous perdez 2 ans, c'est 10% de décote. Tout le monde peut comprendre que dans le futur système, une mère de famille est désavantagée. Donc, nous, on pose le problème. Mais ce que vous dites à la CFE-CGC, c'est qu'en gros, et vous l'avez clairement écrit, il dit d'ailleurs, répété souvent, tout le monde sera perdant avec cette réforme des retraites. On a quand même, je vais dire pourquoi, et Laurent Berger nous dit le système sera plus juste. Il dit ça favorisera justement les femmes, les carrières linéaires, ceux qui subissent le temps partiel, ceux qui subissent la précarité. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça? J'ai envie de vous reposer la question. Voilà un sujet sur lequel moi je suis le président de la CFE. Je sais, je ne prétends pas être plus intelligent que les autres. Simplement, je veux qu'on me reconnaisse. Pourquoi il se trompe alors en disant que le système est plus juste? Et pourquoi moi je me tromperais? Parce que moi je dis le contraire exactement. Je veux simplement qu'on en discute et qu'on confronte nos chiffres. C'est vraiment le sujet sur lequel j'interpelle le gouvernement depuis le début. Quand on n'est pas d'accord, moi je représente des gens qui construisent des avions, qui les conduisent. Quand on envoie des ingénieurs dans une usine pour travailler sur un projet d'investissement, vous en avez parlé au début, eh bien on essaye que tout le monde soit d'accord sur le fait, s'il faut choisir, s'il faut mettre 2 moteurs sur un avion ou 4 moteurs, eh bien, on ne fait pas décoller l'avion si tout le monde n'est pas d'accord sur justement les principes techniques du dispositif. Eh bien, dans le cadre de la réforme de la retraite, on a tout un tas de points de désaccord
avec le gouvernement sur ce qu'il dit sur les avantages de la réforme. Nous voulons les expertiser. Il n'y a pas eu d'étude d'impact. Comment se fait-il? Vous avez vu hier, ça a fuité. Oui, ça fuite. Bah, c'est quand même Faudrait Café. C'est pas dramatique, là, cette étude d'impact, encore une fois, sur la réforme des retraites, a fuité. Je crois que c'est Le Monde et Les Échos qui l'ont sorti. Tout à fait. Ça fait longtemps d'ailleurs que beaucoup de gens, notamment vous à la CFE-CGC, demandaient cette étude d'impact. Avec un âge d'équilibre de 64 ans, à horizon à terme, un salarié sur deux ne verra pas son départ à la retraite modifié. 1 sur 3 partira plus tôt et 1 sur 5, 20% plus tard. Bah, ça fait plus de gagnants que de perdants, ça, non? Écoutez, moi j'attends d'avoir le document de l'étude d'impact. C'est pas dramatique, ça, hein, non? Moi je pense qu'on peut pas... On demande de l'effort à une personne sur 5. Après, il faut savoir lesquelles. Moi je dis simplement qu'on ne peut pas voter la loi si on n'a pas une idée claire, partagée, de l'impact que ça a sur toutes les catégories concernées. Sur la question de l'âge à 64 ans, moi j'ai le bon exemple. Je représente, entre autres, les cadres, les techniciens, les agents de maîtrise, mais aussi les cadres. Comprenez bien. Je vous prends 2 cadres qui ont 60 ans dans la même entreprise. Ils ont 60 ans, ils sont dans la même entreprise. Il y en a un, il est rentré, il était diplômé, il a un diplôme d'ingénieur, il a fait toute sa carrière comme cadre dans l'entreprise au-dessus du plafond de la sécurité sociale. L'autre, il est rentré comme ouvrier. C'est par exemple une entreprise de la métallurgie. Il est rentré ouvrier, il est passé agent de maîtrise à 32 ans, puis cadre à 40 ans, et il a fini sa carrière au même niveau de rémunération et au même poste. Il y en a un qui est rentré à 18 ans, il a prévu de partir à 62 ans, parce qu'il a les droits pour ça. Il y en a l'autre, de toute façon, sa perspective de fin de carrière, c'est plutôt 66 ans. Je leur dis à tous les deux, quoi qu'il arrive maintenant, ce sera 64 ans pour les deux. Il y en a un Il y en a un pour qui c'est plutôt pas mal, et il y a un autre pour qui c'est très injuste. Moi, celui qui est rentré plus tard, qui a été cadre toute sa vie, qui a eu plus de confort, il faut qu'il travaille un peu plus longtemps, c'est grave de demander ça? Mais sur ce sujet-là, il n'y a pas de débat, puisque nous sommes nous-mêmes signataires des évolutions qu'il y a eu, le passage de 37 années et demie, puis 40, le problème, c'est pour celui... Donc, là, vous me parlez des carrières longues, c'est ça? Oui, le nouveau système fait... Vous dites pareil que la CFDT, âge pivot individualisé, à la carte. On prend en compte la pénibilité, on prend en compte... l'âge d'entrée sur le marché du travail. Moi, je dis que dans un système non, il dit pas pareil que le gouvernement... Non. C'est un principe de base. Hein. Non, il y a des points sur lesquels on est d'accord, mais moi, je dis que le système tel que nous le présente le gouvernement, il faudra de toute façon un âge du taux plein. Et que le gouvernement n'a pas fait l'effort, justement, de rentrer dans le détail de la définition fine et individualisée de ce que peut être un âge du taux plein. Et ça, c'est manquant dans le projet réforme. Un projet aussi structurant, aussi révolutionnaire d'une certaine façon, dans lequel on a tant d'inconnus au moment où on appelle les chambres à voter ce projet de loi, ça me paraît... Mais qu'est-ce qui intéresse les Français, qui d'ailleurs sont partagés, hein. Autant ils ne voulaient pas aux 2 tiers clairement de l'âge pivot, autant sur la réforme, il y a même une courte majorité qui est favorable à cette réforme unique à point universel. Ce qui intéresse les gens, c'est quoi? C'est de savoir si les pensions vont baisser ou monter, et si elles sont financées. Alors laissons de côté le financement. Le gouvernement a dit que les pensions ne baisseront pas. Vous n'y croyez pas? Absolument pas, les pensions vont baisser, c'est une certitude. Mais si on ne fait rien, le corps, c'est bien de le dire, si on ne fait rien, le corps l'a dit, les pensions baisseront quoi qu'il en soit, parce que le taux de remplacement va baisser dans le temps aussi. Donc l'ajustement se fera sur la baisse du taux de remplacement, c'est le pourcentage, la pension qui se calcule sur le pourcentage de dernier salaire. Ouais. Donc ne rien faire, restant en l'état, c'est aussi aller vers une baisse des pensions, en relatif. Pourquoi vous dites que les pensions vont baisser alors que le gouvernement dit qu'il y aura une règle d'or? Non, le gouvernement, il dit bien ce qu'il veut, mais moi, personnellement, je ne le crois pas. Hein. C'est très problème, clair. Sujet, mais je ne le crois pas, parce qu'il y a tout un tas d'exemples qu'il faut croire, des mois précédents. Le gouvernement, il est dans sa stratégie. Moi, ce que je dis, c'est que pourquoi les pensions vont baisser pour tout le monde? Je vais vous le dire. Parce que c'est ça qui intéresse les Français, à juste titre d'ailleurs. Depuis le début, moi, je dénonce le faux discours. Le gouvernement vient vers nous avec une réforme en disant « je vais faire une réforme sociale ». Une réforme dans laquelle il y aura plus de justice et plus d'équité. Pourquoi pas? Moi, je comprends, philosophiquement, qu'une majorité de Français soit pour un système plus juste, plus équitable, dans lequel tout le monde s'y retrouve. De retraite supérieure. Et puis après, on regarde dans le détail. On regarde dans le détail, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Que la porte d'entrée est au 2e étage, que les fenêtres sont au sous-sol. On dit, mais votre système ne vole pas. Il y a tout un tas de problèmes. On ne nous répond pas. Baisser. Alors, je vais y venir. Parce qu'en fait, le vrai projet, c'est de prendre l'ensemble de la masse des retraites et d'en faire une annexe du budget de l'État. Et de lui soumettre les mêmes critères de convergence qu'il y a sur les autres budgets sociaux de l'État, comme par exemple la maladie. Et moi, j'affirme que le destin des retraites à terme, à horizon 2030-2040, sera en tendance de baisser dans la portion qu'il occupe dans le PIB. On verra quelle majorité sera aux affaires, on verra... Oui, mais moi je dis il ne faut pas mentir quand on dit quelque chose. Et aujourd'hui, dans le calcul des pensions avec le système à points, les pensions vont baisser?
Elles vont Moi, il y a ça qui baisser. m'intéresse. Moi, je dis, le projet de système à points n'est pas un objectif de justice sociale, c'est un moyen pour considérer l'ensemble des retraites dans un budget global qui va être soumis à des objectifs de convergence, donc de baisse. Ouais. Partout, on nous dit, la retraite en France, c'est 14% Mais c'est un parti pris, du c'est PIB. pas un fait. Ça, c'est un parti pris. C'est votre sentiment qu'effectivement, ça pèse 14 points du PIB, les dépenses Alors de non, retraite. c'est pas un parti pris. C'est pas un parti pris. C'est un fait qui est établi sur tout un tas d'arguments qui ont été développés par le gouvernement, affirmés, et qui se sont avérés être des mensonges. Quand on nous dit, je vous ai donné l'exemple, que les carrières les mères de famille, ce serait mieux pris en compte dans le nouveau système, en vérité, c'est faux. Quand on nous dit on veut un système qui aille à l'équilibre, le gouvernement, dans sa décision sur l'assiette de cotisation, de la baisser de 8 à 3 plafonds, 3 il milliards crée d'euros en un moins tous les ans. déficit de 3 milliards d'euros. Quelle est l'explication qu'il nous donne sur le sujet? Il n'en a pas. Donc on ne peut pas considérer qu'il serait sincère sur l'objectif, alors que dans le détail, sur un certain nombre de points particuliers, on le prend en défaut. François, je pensais que vous diriez, le calcul, aujourd'hui, ce sont les 25 meilleures années qu'on calcule dans le privé pour la pension de la retraite. Là, ça serait sur l'ensemble de la carrière. Je pensais que vous me diriez des arguments comme ça, pour dire voilà pourquoi les pensions ont baissé, parce que sur les carrières ascendantes, on voit bien que si on prend l'ensemble de la carrière en référence, c'est moins bon. Sur cet exemple-là, effectivement, je suis d'accord avec vous qu'une des populations qui, effectivement, va, entre guillemets, le plus trinquer, ce sont ceux qui auront eu une carrière ascendante, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait... Donc alors, pas tous les cadres, parce que là encore, je vous ai donné un exemple sur l'âge de départ. Eh bien, dans les carrières ascendantes, l'exemple de quelqu'un qui est rentré, entre guillemets, au bas de l'échelle, c'est l'incarnation de la classe moyenne. C'est les gens que je représente, moi. Des gens qui rentrent au bas de l'échelle, qui s'investissent, qui progressent eux-mêmes et qui font progresser leur entreprise à travers leur investissement. Eh bien, ils vont se trouver beaucoup moins bien considérés dans le dispositif à points que dans le dispositif actuel. Ceux qui vont le plus trinquer pour vous, avec cette réforme des retraites, ce sont donc les personnes qui auront des carrières ascendantes. C'est ça, ceux qui se seront le plus investis en termes d'évolution de carrière. Oui, je l'affirme, oui. Quand vous prenez en compte 43 ans au lieu de 25 ans, ça fait sacrément une différence. Quand vous êtes rentré mais ça, c'est concret, ça c'est concret. Oui, ça c'est concret, mais tout ça s'intègre dans un reste de se dire c'est un budget global, etc., qui pourra être ajusté, le budget des retraites par une prochaine majorité. Ça paraît loin tout ça. Et puis ça paraît loin, mais c'est quand même notre devoir. Vous savez que nous, on est représentants, on a des représentants dans les conseils d'administration. Non, mais ce qu'il faut juger, c'est un projet en tant que tel. C'est pas ce que fera une prochaine majorité dans 10 ans en faisant de l'économie fiction. Depuis 2 ans et demi, moi, par nature, je ne fais pas de procès d'intention. Jamais. Il ne faut pas. Hein. On est en démocratie. Quand on est entre partenaires et qu'on se respecte, il ne faut pas faire de procès d'intention. Sauf que là, on est dans un moment politique de relation entre le pouvoir politique et les partenaires sociaux où on est bien obligé de juger sur les expériences passées depuis 2 ans, ou notamment sur l'assurance chômage, sur d'autres dossiers, sur la formation professionnelle, sur les ordonnances sur le travail, d'une certaine façon, on a quand même été pas mal dupés. Donc maintenant, il faut faire attention. Ouais. Après, il y a la question, encore une fois, et c'est tout l'objectif de cette conférence de financement, trouver les financements pour remplacer, encore une fois, l'âge pivot qui est pour l'instant provisoirement écarté. Vous pensez que le gouvernement, si jamais vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, puisque vous serez effectivement autour de la table, il osera, encore une fois, le réintroduire en changeant de nom, peut-être en l'individualisant, il osera le remettre dans le jeu? Ou pour vous, c'est définitivement mis de côté? C'est écrit dans le courrier du Premier ministre. On peut l'interpréter son point 5 et son point 7, je vous invite à le relire, c'est marqué. S'il y a pas... En gros, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, je vais vous inviter à y réfléchir ensemble. Il est gentil, d'ailleurs, il nous donne 3 mois pour ça. Vous devrez trouver une solution, mais vous n'aurez aucun ingrédient pour la trouver finalement, puisque tout ce qui est mobilisable en termes de paramètres disponibles... Ouais, mais c'est les pensions, c'est non, on peut comprendre. Augmenter les cotisations, c'est non, parce que pour le coût du travail, l'attractivité, et puis aussi pour le pouvoir d'achat, parce que si on augmente les cotisations sociales des salariés, pour le coup, ça fait moins de pouvoir d'achat. Donc il a exclu effectivement de gros leviers. Le niveau des pensions, c'est aussi du pouvoir d'achat, c'est de la consommation interne. Les pensions, c'est du salaire différé. Si vous voulez, le niveau des pensions, je vous propose ma vision. Le niveau des pensions pour les gens retraités, c'est une partie du salaire qui est différée. Le principe des retraites par répartition, c'est ce principe-là. Donc effectivement, une des problématiques aussi, c'est de faire que le travail et donc la rémunération, le revenu, touche sa juste part de la valeur ajoutée dans la croissance. Le gouvernement osera ou pas, selon vous, réintroduire l'âge pivot avec un petit lifting? Il le fera par ordonnance en plus, sans débat parlementaire. C'est marqué dans la loi. Ça risque de se finir comme ça, ces 3 mois de débat? Mais bien sûr, ça risque de finir comme ça. Et puis pour tout vous dire, cette question de la conférence du financement, pour la partie âge pivot... Pour vous, ce n'est pas un sujet. Pour vous, il n'y a pas de problème de financement. Non, mais, pour vous, écoutez... tous les rapports du corps qui disent entre 8 et 17 milliards d'euros,
de déficit à horizon 2025, il n'y a pas. Alors, Et tous les pays européens qui travaillent plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps la retraite, attendez, on s'en fiche. Il y a deux choses. Moi, je suis le président d'une organisation qui a des administrateurs dans toutes les caisses. Hein. Les derniers accords Agirc Arrco, on les a signés, on a su prendre nos responsabilités, notamment sur l'accompagnement, puisque c'est le terme qu'on emploie parfois. Il y a un bonus-malus à la Arrco. Tout à fait, de la Il y a un Touraine. bonus-malus. Donc, si ça marche pour la retraite complémentaire, pourquoi pas le faire pour les retraites de base alors? S'agissant de mes relations avec le gouvernement, je n'ai pas de leçons à recevoir en matière de gestion de l'équilibre. Je pense que les partenaires sociaux, ils ont sur ce sujet-là un bilan exemplaire. Ce qui n'est pas le cas de l'État, toute majorité confondue. Donc cela étant posé, je veux vous dire que sur le rapport du corps, qu'est-ce qu'il nous dit, le dernier rapport du corps? C'est que par rapport à ces prévisions, qui sont des prévisions moyen, toujours, court, moyen et long terme, vous connaissez un peu la structure de leur rapport, eh bien la seule chose qui est un fait nouveau, c'est que l'État n'a pas compensé ces exonérations de cotisations et n'a pas compensé ce qu'il doit au titre des pensions de la fonction publique. On parle de quoi là? D'exonérer, c'est intéressant, de compenser les exonérations de cotisations. C'est la loi Veil qui impose à ce que quand l'État décide par une décision politique, par un décret, d'exonérer tout ou partie de telle ou telle cotisation sur les salaires, eh bien, on parle des heures supplémentaires là. En l'occurrence, on parle de ça, mais ça pourrait être n'importe quelle exonération. La loi impose à l'État de compenser dans les caisses. Avec un manque à gagner de quelques 3 milliards d'euros, je ne sais plus ça. Là, écoutez, le chiffre, il faudrait le vérifier. Il est pour le coup facilement identifié. C'est quelques milliards d'euros, mais mine de rien, c'est pas rien. Et puis, il y a aussi le manque l'État a fait défaut sur une partie du financement de la CNAV, c'est un peu technique, je le reconnais, mais qu'il doit honorer par rapport aux retraites des fonctionnaires. Donc tout ça mis bout à bout, c'est quand même quelques milliards. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? L'État, il arrive, il creuse un trou chez vous, vous êtes tranquille dans votre chaise, vous prenez la tisane le soir, et puis il y a un gros bulldozer qui arrive et qui creuse, par exemple, et qui creuse un gros trou dans votre jardin. Ouais. Et puis il y a le maire du village qui arrive, c'est lui qui a commandé la pelle mécanique et qui dit, mais dites, il y a un trou dans votre jardin, c'est pas conforme au PLU. Donc je vais vous distribuer des pelles et puis vous allez maintenant le reboucher. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Comprenez que on est quand même un petit peu fatigué de cette façon de nous considérer et surtout de se comporter. Donc c'est la faute de l'État s'il y a un déséquilibre du système des retraites à horizon 10 ans? Alors non, ça c'est le deuxième point. Un système par répartition, il doit anticiper les déséquilibres démographiques. Il y a une question démographique, comment on peut... La question, elle est centrale, c'est le premier ordre. C'est le premier ordre, c'est le déséquilibre démographique. On va vivre plus longtemps à la retraite. Attendez, il y aura plus de pensionnés à payer. Alors c'est un autre sujet. Ah, mais les deux s'entrechoquent. Alors ils s'entrechoquent, mais si vous voulez, le déséquilibre démographique, il est très facile à prévoir. C'est le baby boom qui devient le baby boom et qui finalement va s'épuiser quand la génération aura disparu. Les caisses complémentaires, elles ont prévu cela. S'il y a aujourd'hui 70 milliards d'euros de réserves dans l'Agirc Arrco, c'est justement pour anticiper cela. Un régime par répartition, il ne peut pas être à l'équilibre chaque année. Sinon c'est une catastrophe. On ne peut pas faire de dette, parce que l'État, il fait le malin et il nous fait la leçon, mais lui, il sait faire des dettes. Dans les caisses complémentaires, il n'y a pas de dette, il n'y a que des réserves. Pourquoi fait-on des réserves? Pour justement, pour constituer une réserve, il faut mettre son régime en déséquilibre positif. Il n'y a que comme ça qu'on constitue des réserves. Pour prévoir le moment où on sera en déséquilibre négatif, pour pouvoir absorber justement les vagues démographiques. Que deviendront ces 70 milliards d'euros? La droite dit, d'ailleurs c'était Bruno Retailleau qui était à votre place qui me disait ouais, l'objectif de Macron c'est de mettre la main sur les 70 milliards d'euros. C'est une évidence. Ce sont, une évidence, oui, expliquez-nous. Ces réserves, ce sont des réserves structurelles qui sont prévues d'être consommées pour affronter l'épuisement de la vague démographique, qui au passage ont été un petit peu entamées par la crise de 2008, qui nous a permis de mettre en évidence la solidité des systèmes par répartition, parce que justement, ils ont des structures financières qui permettent d'absorber beaucoup mieux que d'autres régimes les crises économiques. Mais ceci dit, ces réserves, elles ont été constituées pour affronter les vagues démographiques. Donc de toute façon, le rapport du corps sur ce plan est totalement en ligne avec ce que les administrateurs ont décidé pour que le régime soit pérenne. Donc vous allez à cette conférence de financement en disant qu'il n'y a pas de problème de financement. Donc vous allez faire quoi là-bas? J'y vais parce que d'abord, j'y vais parce qu'il faut y aller. Non, mais y aller alors que vous n'êtes pas d'accord. Je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais y aller pour travailler, c'est le deuxième point du point 5 de la lettre du Premier ministre, pour travailler sur l'équilibre du futur régime. Parce que je suis extraordinairement préoccupé sur l'équilibre du futur régime. Quelle mesure serait acceptable? Écoutez-moi, je scinde les choses en deux. Ouais. On essaye d'occuper l'attention de tout le monde sur la question de l'équilibre d'aujourd'hui à 2027. Ouais. C'est-à-dire demain. Ouais. Pour moi, ce n'est pas le problème. Moi, mon problème, c'est la viabilité du système à points tel que proposé par le gouvernement de 2027 jusqu'à l'infini.
Parce que là, on a un vrai problème. Et le vrai problème, c'est l'impensé de la réforme. C'est la convergence du régime du public dans un système universel. Ouais. Et ça, c'est très facile à comprendre. Aujourd'hui, la cotisation patronale, si vous virtualisez, si vous voulez, l'ensemble économique des retraites du public, l'équivalent de la cotisation patronale, c'est-à-dire ce que l'État paye pour pouvoir payer les pensions, c'est 60%. Ouais, c'est 2 fois plus. C'est plus de 2 fois plus. C'est 28, non C'est 26,94 sur le T2 et c'est 28 et quelques sur le T1. Ouais. Donc c'est plus que 2 fois plus. Vous imaginez à partir de 2027, quand l'État ne cotisera plus que 28,12%, alors qu'aujourd'hui il en cotise 60%. Ça fera moins de cotisation. Qui va payer? Qui va payer les 60 milliards d'euros? Qu'est-ce qu'il vous répond le gouvernement là-dessus? Rien. C'est peut-être dans l'étude d'impact, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Il paraît que ça a fuité. C'est top secret. C'est très marrant ça. C'est top secret. Ça me fait penser, vous savez, à ce chef de service dans un labo d'analyse et qui dit, ça y est, j'ai les résultats des produits pour les clients. Vous êtes l'ingénieur dans le labo, vous dites, bah, je peux les avoir. Non, on ne te les donne pas, c'est confidentiel. Bon, voilà, c'est à peu près du même niveau. Bon, on finit là-dessus, juste François Omeril. Vous comprenez que certains soient surpris de vous voir défiler, enfin de voir défiler la CFE-CGC avec FO et la CGT. Non, c'est pas. Vous comprenez que certains. Moi, je comprends que certains soient surpris, pour tout vous dire. Syndicat des cadres qui. Ouais. Qui défilent avec la CGT. Vous savez, on aime beaucoup. Il vient souvent nous voir. On est droit dans nos bottes. Hein. Nous, on est conforme à notre engagement. Nous, on a un devoir de vérité vis-à-vis de l'opinion, vis-à-vis de nos militants. Il se trouve que dans ce contexte-là, il y a toujours un contexte. Hein. Eh bien, il y a une intersyndicale qui s'est formée. Par notre rapport, l'intersyndicale est majoritaire. Et tout simplement parce que nous, ce qu'on dit, c'est que ce projet tel qu'il nous est proposé est mal fait, mal ficelé, mal présenté et qu'il ne respecte pas les espaces de contradiction pour le rendre disponible à un bon fonctionnement. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. François Omeril, le président de la CFE-CGC, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.